Le dernier hiver de Moussa. L'hiver était tombé sur Bruxelles comme une couverture de silence et de glace. Les trottoirs étaient givrés, les arbres nus, et les gens pressés, comme toujours. Moussa, emmitouflé dans sa vieille doudoune bleue, avançait à pas rapides dans les rues du quartier de Schaerbeek, une baguette de pain sous le bras et le cœur plus lourd que jamais. Ce jour-là, pourtant, il n'avait pas travaillé. Il avait quitté son emploi de manutentionnaire dans un entrepôt logistique la veille, sans préavis, sans prévenir personne. Juste un ras-le-bol. Un trop-plein. Depuis 7 ans qu'il vivait en Belgique, Moussa avait trimé. Il était arrivé à 22 ans, plein de rêves et d'espoir, les valises bourrées de promesses, d'objectifs, et surtout de la voix de sa mère dans la tête. Va apprendre là-bas, mon fils. Et reviens nous construire quelque chose ici. Mais la réalité de l'Europe n'avait rien à voir avec les rêves d'ado bercés par les vidéos YouTube. Dès son arrivée, Moussa s'était frotté à la dure loi de l'étranger. Les papiers difficiles, les logements précaires, les petits boulots épuisants. Il avait enchaîné les jobs dans la restauration, les livraisons Uber Eats sous la pluie, les nuits à charger des palettes dans des hangars frigorifiés. Pourtant, jamais il ne s'était plaint. Du moins, pas au téléphone. Quand il appelait sa mère au village, c'était toujours avec le sourire. Oui maman, tout va bien. Je mange bien. Je t'ai envoyé quelque chose ce mois-ci. Il savait que ces mots réconfortaient sa famille, et c'était tout ce qui comptait. Mais ce matin de janvier, alors qu'il rentrait à son petit studio de 20 mètres carrés, Moussa n'en pouvait plus. Il avait l'impression d'être une machine. Il vivait pour survivre. Aucun avenir ne se dessinait. Les économies fondaient à vue d'œil. Il avait 29 ans maintenant, et il se demandait ce qu'il avait réellement construit en 7 ans. Une petite voiture? Un téléphone dernier cri? Quelques transferts d'argent? Et surtout, un vide intérieur qu'il n'arrivait plus à combler. Les soirées de solitude. Ces soirées étaient toujours les mêmes, une soupe chaude, quelques vidéos sur son ordinateur portable, puis le silence. Pas d'amis proches. Pas de vraie famille. Juste les murs gris, le chauffage qu'il fallait ménager pour ne pas faire exploser la facture, et les souvenirs. Il pensait souvent à son enfance à ses goûts, à la chaleur du soleil, aux champs de mil qui ondulaient sous le vent, au rire des enfants au bord du fleuve Niger. Il se souvenait de son père, un homme droit, agriculteur lui aussi, disparu trop tôt, mais qui lui avait laissé une parcelle de terre. À l'époque, Moussa n'y avait pas vu grand-chose. Aujourd'hui, il y pensait autrement. L'étincelle. Un soir, il tomba par hasard sur une vidéo d'un jeune homme sénégalais qui avait quitté la France pour revenir s'installer au pays. Il avait investi dans une ferme, et racontait son parcours avec passion. Ce que je n'ai pas trouvé en Europe, je l'ai bâti avec mes 2 mains chez moi, disait-il. La vidéo fit un déclic dans l'esprit de Moussa. Et s'il faisait pareil? Et s'il reprenait la terre de son père? Et s'il arrêtait de courir après un rêve européen qui ne lui appartenait plus? Il passa la nuit à réfléchir. Il fit des recherches. Il découvrit que l'agriculture moderne était en plein essor au Mali. Que des jeunes comme lui s'étaient reconvertis avec succès. Que la diaspora revenait de plus en plus, non pas par échec, mais par choix. Ce mot résonna en lui, choix. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir une porte de sortie. Les doutes. Mais ce genre de décision n'est jamais simple. Moussa avait peur. Peur de tout quitter. Peur du regard des autres. Peur de l'échec. Que diraient ses cousins à Bamako s'il débarquait comme ça? Un gars qui revient d'Europe sans grand-chose, sans maison, sans entreprise? Et ses amis ici, en Belgique, même si peu nombreux, allaient sûrement le juger. T'as pas réussi, c'est pour ça que tu rentres, hein? Il pensa à sa mère. Elle vieillissait. Elle vivait seule. Elle lui disait toujours, le champ est là, il t'attend. Et soudain, ça devint une évidence. Il n'avait plus rien à perdre. Il avait tout à reconstruire. Et surtout, il voulait redonner un sens à sa vie. Préparer le retour. Il prit une grande feuille blanche. En haut, il écrivit. Projet Moussa, retour au Mali. Il lista tout ce qu'il devait faire. Résilier son contrat de bail. Vendre sa voiture. Acheter un billet d'avion aller simple. Reprendre contact avec l'ami d'enfance qui s'y connaissait un peu en agriculture. Faire un plan. Même approximatif. Il se donna 3 mois. 3 mois pour tout organiser. Il travailla encore un peu, juste de quoi boucler son budget. Il économisa chaque centime. Il se coupa de tout ce qui était superflu. Il vendit ses habits de marque, ses appareils électroniques. Il n'avait plus besoin de tout ça. Il redevenait simple.
Essentiel. Le dernier adieu. Le jour du départ, la Belgique était couverte de neige. Une tempête hivernale battait les vitres de l'aéroport de Zaventem. Moussa, valise à la main, regarda une dernière fois la ville à travers la baie vitrée. Il ressentit une étrange paix intérieure. Il savait que ce moment marquait une nouvelle ère. Il ne fuyait pas. Il avançait vers quelque chose. Dans l'avion, il ferma les yeux. Il se voyait déjà marcher sur sa terre, sentir la poussière sous ses pieds, entendre les coqs chanter au lever du jour, voir les sillons de ses cultures pousser lentement. Il sourit. Ce n'était plus un rêve. C'était une mission. Retour à la source. Quand il arriva à Bamako, la chaleur le frappa comme une gifle. Mais quelle douce gifle! Il inspira profondément l'air chaud et chargé de poussière. Un taxi collectif l'amena jusqu'à Ségou. Il reconnaissait les paysages, les arbres, les chemins rouges. Les enfants jouaient pieds nus, insouciants. Il avait l'impression de retrouver une partie de lui-même. Sa mère l'attendait devant la maison. Elle pleura. Longuement. Sans un mot. Moussa la serra fort dans ses bras. Il resta ainsi un moment, les yeux fermés. Il était rentré. Premier pas dans la terre. Le lendemain, très tôt, il alla voir la parcelle de son père. Elle était là. Vaste. Sauvage. À l'abandon. Les herbes folles avaient repris le dessus. Mais Moussa vit autre chose, un potentiel infini. Il s'agenouilla. Il prit une poignée de terre dans ses mains. Il la fit glisser entre ses doigts. « Je vais te faire revivre », murmura-t-il. Le chant du possible. Le soleil s'était à peine levé lorsque Moussa, vêtu d'un boubou léger et de sandales usées, se tenait au bord de son champ. Les chants d'oiseaux résonnaient doucement, mêlés aux premiers cris du coq du voisin. La rosée du matin perlait sur les hautes herbes. Devant lui s'étendait une terre rouge, sèche, mais pleine de promesses. C'était ici que tout allait commencer. La parcelle, héritée de son défunt père, faisait un peu plus d'un hectare. Pour beaucoup, ce n'était pas grand-chose. Mais pour Moussa, c'était un royaume. Un espace vierge, brut, où il pouvait inscrire son propre destin. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément. La terre sentait la vie. Et la liberté. Les premiers pas, l'observation. Moussa savait une chose, il ne voulait pas reproduire les erreurs de beaucoup de jeunes revenus au pays, impatients, qui jetaient leur argent dans des projets mal planifiés. Il avait vu des gens construire des hangars avant même d'avoir un plan de culture. Il ne voulait pas improviser. Il voulait comprendre. Il passa les 2 premières semaines à observer. Il étudiait le sol, parlait aux anciens du village, questionnait les cultivateurs expérimentés. Il notait tout dans un petit carnet. Où pousse le mil? À quel moment plante-t-on le maïs? Quelle variété de tomates résiste le mieux à la chaleur? Où l'eau de pluie stagne-t-elle? Combien coûte un mètre de clôture en grillage? Chaque soir, il rentrait chez sa mère, couvert de poussière, les bras fatigués, mais le cœur vibrant. Il sentait que quelque chose grandissait en lui, une passion, une fierté, une connexion profonde avec la terre. Le projet se dessine. Petit à petit, un plan prenait forme. Moussa voulait faire une agriculture moderne et intégrée. Pas seulement planter pour vendre, mais créer un système durable. Il envisageait plusieurs volets. Une production maraîchère, tomates, piments, gombo, oignons. Un élevage de poules pondeuses pour les œufs, très demandé dans la région. Un petit bassin de pisciculture avec des tilapias, grâce à un forage solaire. Un espace de transformation pour faire des conserves et jus naturels à moyen terme. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Ses économies, après les frais de retour et les premières dépenses, s'élevaient à environ 1 200 000 francs CFA. C'était peu. Mais il avait l'essentiel, la terre, la santé, et la vision. Défricher, nettoyer, préparer. Moussa prit une machette. Il commença seul. Chaque matin, il coupait les herbes hautes, déracinait les petits arbustes, nivelait le terrain. Le travail était rude. Il faisait chaud. Son dos lui faisait mal. Mais jamais il ne se plaignait. C'était sa terre. Et il l'aimait. Rapidement, des jeunes du village vinrent l'aider. Certains étaient curieux, d'autres moqueurs au début. Moussa, le gars de l'Europe, il veut devenir cultivateur maintenant. Mais au fil des jours, en voyant sa détermination, leur regard changea. Il leur parlait avec respect, partageait ses repas, et surtout, il travaillait plus dur que tous. Il leur proposa un deal. Je ne peux pas vous payer beaucoup maintenant, mais si vous m'aidez à lancer la ferme, vous aurez une part sur les ventes. 3 jeunes acceptèrent, Sédou, un ancien camarade d'enfance, Amara,
un jeune orphelin du quartier, et Mariama, une jeune femme vive et intelligente qui s'y connaissait en compostage grâce à une ONG locale. Le premier investissement, l'eau. La première nécessité était l'eau. Sans elle, rien ne pousserait. Moussa savait que creuser un puits coûterait trop cher. Il opta pour une solution solaire, un forage manuel avec pompe à pédales, qu'il adapta avec un petit panneau solaire acheté à Bamako. Grâce à l'aide d'un technicien local, ils réussirent à avoir de l'eau en 12 jours. Ce jour-là, il pleura. De vraies larmes. Voir l'eau jaillir du sol de sa terre natale, c'était comme une naissance. Une bénédiction. Il laissa couler l'eau sur ses mains, son visage. Il remercia Dieu. Il remercia son père. Début de la plantation. Avec une partie de ses économies, il acheta des semences, tomates cerises, pimento rodo, oignons rouges. Il installa des planches bien alignées, des arrosages au goutte-à-goutte improvisés avec de vieilles bouteilles plastiques découpées. Il avait vu cela dans des vidéos d'agriculture urbaine au Burkina Faso. Avec Mariama, il lança un petit compost organique à base de fumier, feuilles sèches et restes de cuisine. Tout était réutilisé. Rien n'était gaspillé. Il voulait une ferme respectueuse de la nature. Une ferme qui guérissait la terre, et non qui l'épuisait. L'élevage de poules pondeuses. Moussa fit construire un petit poulailler en banco avec un toit en tôle, orienté pour capter la lumière sans trop de chaleur. Il acheta 50 poussins à un producteur local. Il les éleva avec soin, nourriture équilibrée, propreté, vaccin. Il nota chaque dépense, chaque changement. Les premiers œufs apparurent au bout de 3 mois. Il les vendait au marché, directement ou via une voisine. Il gagnait peu, mais le bouche à oreille fonctionnait. Bientôt, on venait jusqu'à sa porte. C'est ici la ferme de Moussa? Vous avez des œufs aujourd'hui? Les défis. Tout n'était pas facile. Un jour, une partie des cultures fut ravagée par une forte pluie. Une autre fois, les poules furent attaquées par une mangouste. Un jeune ouvrier qu'il avait engagé disparut avec 75 000 francs CFA. Moussa était découragé. Mais il tenait bon. Il se rappelait pourquoi il était rentré. Il se répétait, ce n'est pas un échec. C'est une leçon. Et chaque défi le rendait plus fort, plus prudent, plus sage. Une ferme, une famille. Au fil des mois, la ferme devint plus qu'un lieu de travail. Elle devint un lieu de vie. Les jeunes y venaient non seulement pour cultiver, mais pour apprendre, discuter, rêver. Moussa organisait des mini-formations. Comment faire du compost, comment démarrer un petit élevage, comment vendre sans se faire arnaquer. Mariama proposa d'écrire une charte. Notre ferme est un espace de respect, d'apprentissage et de partage. Moussa accepta avec émotion. La ferme avait une âme. Le premier grand marché. 6 mois après son retour, Moussa avait récolté ses premières vraies productions. Tomates, oignons, œufs. Il décida de tenter un grand marché régional, à 50 km. Il loua une charrette, y entassa ses paniers, et partit avec Sédou et Amara. Le marché fut un succès. Les produits étaient frais, bien présentés. Les clients étaient intrigués. Tu dis que ça vient d'où? Ségou? Et c'est toi qui cultives? En une matinée, ils écoulèrent presque tout. Il rentra avec 82 000 francs CFA de bénéfices. Ce n'était pas énorme, mais c'était le début d'une réalité. Une preuve que son rêve n'était pas faux. Il pouvait vivre de la terre. Il vivait déjà. Vers un avenir durable. À la fin de la saison, Moussa réinvestit tout dans un petit bassin de pisciculture, qu'il creusa avec les jeunes. Il voulait élever des tilapias, une source de protéines très recherchée. Il planifia aussi la plantation d'arbres fruitiers sur les bordures du champ, manguiers, papayers, citronniers. Il pensait long terme. Il écrivit dans son carnet. Ce champ n'est plus seulement un bout de terre. C'est une école. Un refuge. Un rêve qui pousse chaque jour. Et si, je suis libre? Et si, je suis chez moi? Le déploiement du rêve. Le vent soufflait doucement sur les feuilles du champ de gombo, caressant les tiges comme pour les féliciter de leur croissance. Cela faisait maintenant 1 an que Moussa avait posé ses valises à Ségou et repris en main la parcelle de son père. Ce qui, autrefois, n'était qu'un terrain en friche était devenu une petite ferme dynamique et respectée, connue sous le nom de terre de Moussa. Il se tenait à l'ombre d'un jeune manguier, un carnet en main, observant les va-et-vient de son équipe. Sédou guidait 2 apprentis qui creusaient les fondations d'un deuxième poulailler. Mariama supervisait la filtration de l'eau pour les tilapias. Amara, sourire aux lèvres, arrosait les planches de tomates qui n'avaient jamais été aussi belles. Moussa souriait. Il avait réussi.
Ou du moins, il était sur la bonne voie. Mais il savait que le vrai défi commençait maintenant. Changer d'échelle, structurer, professionnaliser, et résister à la tentation de l'orgueil. Diversification et organisation. Tout avait changé depuis ce fameux marché régional. Après ce succès, Moussa avait compris une chose essentielle. La clé n'était pas seulement de produire, mais de savoir vendre, fidéliser et planifier. Il se mit donc à penser comme un chef d'entreprise. Il divisa sa ferme en 4 unités bien distinctes. Unité maraîchère, tomates, piments, aubergines, gombo et oignons. Unité avicole, désormais 250 poules pondeuses, avec un objectif de 1000 à moyen terme. Unité piscicole, 2 bassins de tilapias alimentés par un forage solaire et filtrés par des plantes aquatiques. Unité semencière et compostage, un espace dédié à la production de semences locales et à la fabrication de compost organique. Chaque unité avait un petit tableau de bord peint sur du bois recyclé. Nombre de plants, rendement estimé, vente réalisée, problèmes rencontrés. Moussa obligeait son équipe à remplir les données chaque fin de semaine. Il voulait créer une culture de rigueur. L'arrivée d'un investisseur. Un jour, alors qu'il vendait ses œufs au marché de Bamako, il fut abordé par un homme bien habillé, lunettes sombres et valise en cuir. « Vous êtes Moussa, n'est-ce pas? Le jeune qui a quitté la Belgique pour revenir cultiver ici? »« C'est moi, » répondit Moussa, sur la défensive. « Je m'appelle Ibrahima Konaté. Je représente un fonds d'appui à l'agriculture jeune financé par des Maliens de la diaspora. On a entendu parler de vous. On aimerait visiter votre ferme. » Moussa accepta avec prudence. 3 jours plus tard, Ibrahima arriva à la ferme accompagné d'un photographe et d'un ingénieur agronome. Ils passèrent 2 heures à poser des questions, à prendre des photos, à observer. Le soir même, Moussa reçut un appel. « Votre projet est solide. On veut vous accorder une subvention de 4 millions francs CFA à condition que vous nous présentiez un plan d'agrandissement bien structuré. » Moussa resta sans voix. Le doute avant le saut. Cette proposition le troubla. Était-il prêt à entrer dans une autre dimension? À gérer de plus grosses sommes, à embaucher plus de monde, à rendre des comptes? Il passa plusieurs nuits à réfléchir. Il alla même jusqu'à consulter le vieux Zoumar, un ancien agriculteur du village respecté de tous. L'argent peut faire grandir un projet, Moussa, mais il peut aussi l'écraser, dit le vieil homme. Ne perds pas ton âme. Ne cours pas plus vite que tes jambes. Ces mots résonnèrent en lui. Il décida de prendre l'argent, mais de le faire avec discipline. Il contacta un comptable bénévole à Bamako, un cousin revenu de Dakar, pour l'aider à structurer ses comptes. Le nouveau chapitre, expansion. Avec l'aide du fonds, Moussa lança une phase 2 de sa ferme. Un 3e bassin piscicole, plus large, pour élever 2 nouvelles espèces, le silure et le capitaine. Une unité de transformation artisanale, où Mariama commença à expérimenter des sauces pimentées, des conserves de tomates, et même du savon à base de plantes. Une moto-tricycle pour faciliter les livraisons. Il forma 2 jeunes filles du village à la gestion de la boutique à l'entrée de la ferme, où l'on vendait désormais les produits directement, légumes, œufs, poissons frais, et compost. Le chiffre d'affaires mensuel passa de 80 000 francs CFA à plus de 600 000 francs CFA en 3 mois. L'appel des médias. Le bouche à oreille explosa. Un journaliste d'une chaîne malienne fit un reportage sur la ferme du retour. Le reportage fut partagé sur les réseaux sociaux, atteignant plus de 300 000 vues. Moussa devint une figure publique, malgré lui. Il recevait chaque semaine des dizaines de messages. Des jeunes qui voulaient faire pareil, des ONG qui voulaient collaborer, des étudiants qui proposaient des stages. Il se sentit flatté, mais aussi submergé. Il n'avait pas prévu cela. Il voulait juste cultiver. Mais maintenant, il représentait une idée. Un symbole. Et cela comportait des responsabilités. Le prix du succès. Avec le succès vinrent aussi les tensions. Certains jeunes du village commencèrent à le critiquer. Il se prend pour un patron maintenant. Il ne fait plus comme nous. Il a oublié d'où il vient. Un de ses anciens amis, frustré de ne pas avoir été embauché, l'accusa publiquement sur Facebook de profiter des jeunes pour s'enrichir. Moussa en souffrit. Il comprit que la réussite crée aussi des ennemis silencieux. Il en parla avec Mariama. « Tu dois accepter que tu n'es plus juste Moussa, dit-elle. Tu es devenu un exemple. Et certains préfèrent te haïr que se remettre en question. » Il décida de ne pas répondre à la haine. Il se concentra sur ce qu'il savait faire, produire, partager et inspirer. La coopérative locale.
Un jour, un vieux cultivateur du village, Boubacar, vint le voir. « Moussa, tu fais du bon travail. Mais tu pourrais faire encore mieux si tu n'étais pas seul. Tu devrais penser à créer une coopérative. » L'idée le séduisit. Il en parla à d'autres petits producteurs. En quelques semaines, ils fondèrent la coopérative agrosolidaire de Ségou, réunissant 11 agriculteurs. Objectif: acheter des intrants en groupe. Partager les engins et outils. Négocier de meilleurs prix avec les clients. Former les membres aux techniques modernes. Cette coopérative fut un tournant. Elle permit à la ferme de Moussa de s'inscrire dans un écosystème collaboratif. L'amour au champ. Au milieu de tout cela, un autre événement inattendu arriva, l'amour. Mariama, qui était là depuis le début, proche, professionnelle, engagée, avait toujours été à ses côtés. Mais un jour, en rentrant du marché, alors qu'ils marchaient sous les étoiles, leurs regards se croisèrent autrement. Plus longuement. Plus tendrement. Moussa hésita, puis dit: « Tu sais, je me rends compte que depuis que je suis ici, tu es la seule personne avec qui je peux tout partager. » Mariama rougit, baissa les yeux. « Moi aussi, je le sens. Mais je ne veux pas que notre histoire gâche la ferme. Elle ne la gâchera pas. Elle lui donnera encore plus de sens. » Leur histoire débuta ce soir-là, dans la simplicité d'un champ éclairé par la lune. Ils décidèrent de prendre leur temps, mais de marcher ensemble. Une vision pour demain. 2 ans après son retour, Moussa réunissait son équipe autour d'une grande natte sous le baobab à l'entrée de la ferme. « Aujourd'hui, nous nourrissons 300 familles par mois. Nous avons embauché 12 jeunes. Nous avons 3 bassins, 2 poulaillers, une boutique, une coopérative. Et nous ne faisons que commencer. » Il partagea sa vision à 5 ans. Créer une école pratique d'agriculture. Offrir des bourses aux jeunes filles rurales. Exporter les conserves vers la sous-région. Utiliser les déchets pour produire du biogaz. Aider 100 jeunes de la diaspora à revenir à la terre. Ses collaborateurs l'écoutaient avec admiration. Certains versaient même des larmes. Moussa leva son verre d'eau et dit: « À la terre. À nos racines. À notre avenir. » Le compte bancaire. Un matin, il reçut une notification sur son téléphone. Son compte bancaire venait de recevoir un virement de 9 854 000 francs CFA, correspondant à ses ventes combinées du mois. Produits frais, œufs, poissons, formation et conserves. Il resta là, bouche bée. Il se souvenait du Moussa dans son petit studio à Scarbeck, mangeant une soupe tiède dans le silence. Il se revit tenant la main de sa mère en arrivant à Ségou. Il repensa aux nuits blanches, à la machette, aux pleurs, au début. Il éclata de rire. Un rire libre. Un rire d'homme accompli. Il regarda le ciel et murmura: « Papa, j'ai réussi. » Un modèle pour l'Afrique. Le ciel était clair ce matin-là à Ségou. Les oiseaux chantaient haut, le vent jouait doucement avec les feuilles des papayers, et les premiers rayons du soleil caressaient le sol rouge de la ferme. Moussa se tenait sur la terrasse de sa petite maison construite au cœur de terre de Moussa. C'était une bâtisse modeste, mais pleine de charme, murs en banco renforcés, toit en tôle isolé, larges fenêtres ouvertes sur les champs. Il observait les membres de son équipe s'activer, chacun à son poste, avec efficacité et fierté. Cela faisait maintenant 4 ans qu'il avait quitté la Belgique. 4 années de sueur, de douleur, de joie, de croissance. Et aujourd'hui, tout cela portait un nom: succès durable. Une ferme devenue écosystème. La ferme n'était plus seulement un lieu de production. C'était devenu un écosystème complet, vivant, collaboratif. Plus de 30 personnes y travaillaient désormais, de manière directe ou indirecte. Elles comprenaient 3 hectares de cultures diversifiées, légumes bio, arbres fruitiers, céréales locales comme le fonio et le sorgho. 2 grands poulaillers abritant 2000 poules pondeuses et un élevage de pintades. 5 bassins de pisciculture, tous interconnectés à un système de recyclage d'eau naturelle. Un atelier de transformation, fabrication de conserves, jus naturels, confitures, sauces et œufs en poudre. Une boutique bio sur place, mais aussi des partenariats avec des supermarchés à Bamako, Sikasso et même à Dakar. Un espace de formation, une salle ombragée pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, avec des tableaux, des bancs en bambou, et des démonstrations pratiques. Et surtout, la ferme fonctionnait en autosuffisance énergétique grâce à des panneaux solaires et une unité de biogaz alimentée par les déchets organiques. 2. Le centre AgriLead. Avec le soutien d'un programme panafricain et d'un ancien camarade devenu consultant en développement rural, Moussa avait lancé le centre AgriLead,
un centre de formation gratuite pour les jeunes de la région. Chaque trimestre, 25 jeunes, dont au moins 15 femmes, étaient sélectionnés pour apprendre l'agriculture écologique, l'élevage moderne, la gestion d'une exploitation, le marketing rural, la transformation et la conservation. Le programme durait 6 semaines, combinant cours théoriques et travail sur le terrain. À la fin, les meilleurs projets recevaient un kit de démarrage offert par la coopérative. Moussa encadrait chaque session avec passion, partageant ses erreurs, ses astuces, ses inspirations. Il n'était pas un professeur classique, mais un frère aîné, un passeur d'expérience. 3. Un visiteur présidentiel. Un jour de septembre, une voiture noire arriva à la ferme. Elle était suivie d'un cortège discret. De la voiture descendit le ministre de l'Agriculture du Mali, accompagné d'un représentant de la présidence. Moussa, surpris, les accueillit humblement. « Monsieur Moussa, dit le ministre, le président a entendu parler de vous. Il voudrait vous proposer de devenir ambassadeur national de l'agriculture des jeunes. » Moussa resta silencieux un moment. Ce n'était pas dans ses plans. Il ne voulait pas faire de la politique. Mais il comprit vite que ce rôle n'était pas celui d'un politicien, mais d'un inspirateur. Il accepta, à condition que sa voix serve à donner la parole aux jeunes ruraux trop souvent oubliés. Il commença à faire le tour du pays. Kay, Mopti, Koutiala, Tombouctou. Partout, il parlait de terre, dignité, modernité, retour à soi. 4. Le retour des diasporas. Son message traversa les frontières. Des jeunes de France, d'Italie, du Canada et même des États-Unis le contactèrent. Certains vinrent sur place pour visiter, d'autres envoyèrent des dons, ou demandèrent des conseils. Un jour, Moussa reçut un message particulier. Un ancien camarade de lycée, Abdoulaye, vivant à Paris, venait d'acheter 2 hectares dans la région de Kita. Il voulait faire pareil. « Frère, tu m'as réveillé ?» dit-il au téléphone. « Tu m'as montré qu'on peut construire une vie fière et utile sans rester coincé dans les rues froides d'Europe. » Moussa sourit. C'était exactement cela qu'il voulait provoquer, des déclics. 5. Des défis toujours présents. Tout n'était pas rose. La réussite de Moussa attirait aussi des jalousies. Des gens tentaient d'imiter son projet à la hâte, échouaient, puis le blâmaient. Des clients tentaient de truquer les balances. Un feu accidentel détruisit une partie de l'entrepôt. Une épidémie frappa les poissons une année, faisant perdre 2 millions de francs CFA. Mais à chaque coup dur, Moussa avait appris à se relever rapidement. Il avait constitué une réserve de sécurité. Il avait formé ses équipes à être autonomes. Il avait surtout gardé la foi. Il disait souvent, « La terre te teste. Elle veut savoir si tu es sérieux. Mais une fois qu'elle t'adopte, elle te rend au centuple. » 6. Une vie nouvelle, un équilibre. Sur le plan personnel, sa vie avait aussi évolué. Mariama et lui s'étaient mariés. Ils vivaient dans une maison en briques de terre, au bord du champ. Ils avaient eu une petite fille, Aminata, pleine de vie et déjà curieuse de tout ce qui pousse autour d'elle. Leur routine était simple mais joyeuse. Lever au chant du coq. Petit déjeuner sous le manguier. Journée entre la ferme, le centre, les appels, les marchés. Soirée à lire, discuter, écouter de la Cora. Ils formaient un foyer stable, enraciné, inspirant. 7. L'Afrique dont il rêvait. Un soir, alors qu'il animait une conférence dans une université de Bamako, un étudiant lui posa cette question. « Moussa, à quoi ressemble l'Afrique dont tu rêves ?» Il réfléchit longuement, puis répondit. « C'est une Afrique où un enfant de village peut devenir chef d'entreprise sans renier sa culture. C'est une Afrique où les bras qui cultivent la terre sont plus respectés que ceux qui la fuient. C'est une Afrique qui produit, qui transforme, qui nourrit ses enfants. C'est une Afrique où revenir n'est pas un échec, mais un honneur. » Un tonnerre d'applaudissements suivit ces paroles. 8. La transmission. Conscient qu'il ne serait pas toujours là, Moussa avait commencé à préparer l'après. Il mit en place une structure de gouvernance pour la ferme, un comité, des statuts, des règles. Il créa un fonds d'investissement interne pour financer les idées des anciens stagiaires. Il écrivit aussi un petit livre, De la neige à la terre, un témoignage de son parcours, destiné aux jeunes. Le livre fut publié en plusieurs langues locales, et même traduit en anglais. Il avait compris que le vrai succès, c'est ce qui continue sans toi. 9. Un impact visible. En 4 ans, les chiffres parlaient. Plus de 200 jeunes formés, dont 70% avaient démarré leur propre activité. 60 emplois directs et indirects créés. Une moyenne mensuelle de 9 à 12 millions francs CFA de chiffre d'affaires.
3 villages voisins ayant répliqué son modèle de ferme-école. Une baisse notable de l'exode rural dans sa zone. Mais au-delà des chiffres, le plus beau résultat était dans les regards. Les regards fiers des jeunes qui disaient « Moi aussi, je peux réussir ici ». Un matin différent. Ce matin-là, Moussa se réveilla plus tôt que d'habitude. Quelque chose vibrait en lui. Il alla marcher seul dans les champs, les pieds nus dans la rosée. Il se remémora tout. L'Europe. Le froid. Les doutes. La machette. La première goutte d'eau. Le premier œuf. La première vente. Il s'agenouilla dans la terre. Il la prit dans ses mains. Elle sentait toujours la vie. Merci, dit-il à voix basse. Merci de m'avoir adopté. Un papillon passa devant lui. Il le suivit des yeux, comme un signe. Il sourit. Oui. Le rêve était devenu réalité. Et cette réalité, à présent, était un modèle. Épilogue, une lettre à la jeunesse africaine. Quelques semaines plus tard, Moussa écrivit une lettre qu'il fit lire dans toutes les écoles agricoles du pays. Elle disait « Jeunesse d'Afrique, on t'a souvent dit que ton avenir était ailleurs. Qu'il fallait partir, fuir, t'adapter à d'autres mondes. On t'a menti. Ton avenir est ici, dans tes racines, dans ta terre, dans tes idées, dans ton courage. Reviens. Reste. Invente. Cultive. Ce que tu cherches là-bas t'attend ici, sous tes pieds. La terre ne te juge pas. Elle ne te rejette pas. Elle te transforme, elle te nourrit, elle t'élève. J'ai quitté l'Europe avec un sac, et aujourd'hui, j'ai un empire. Pas un empire de béton. Un empire vivant. Tu peux faire mieux. Tu dois faire mieux. Avec foi, avec amour, avec patience. Pour toi. Pour nous. Pour l'Afrique. La morale de l'histoire. Le véritable succès ne se trouve pas toujours là où tout le monde regarde, mais là où l'on ose cultiver ce que les autres ont abandonné. L'histoire de Moussa nous enseigne que le retour à la terre n'est pas un échec, mais un acte de courage, de vision et d'amour pour ses racines. On peut créer de la richesse, de l'emploi et de la dignité en valorisant ce que l'on a sous les pieds, au lieu de chercher ailleurs ce qui sommeille en nous. Le savoir acquis à l'étranger ne prend tout son sens que lorsqu'il est mis au service de sa communauté. L'Afrique regorge de potentiels inexploités, et il suffit souvent d'un seul exemple pour éveiller une génération entière. La réussite durable ne consiste pas à briller seul, mais à élever les autres avec soi. Moussa a transformé un champ vide en empire, mais surtout, il a semé des graines d'espoir pour toute une jeunesse.